Alors, Monsieur Carbonnier, je vous présente succinctement. Vous êtes en ce moment professeur invité à l'Université de Sherbrooke. Vous êtes également chercheur au ThéMA en France et vous co-dirigez l'axe politique socio-fiscale du laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques, le LIEP, de l'école Sciences Po en France. Et vos travaux portent principalement sur les politiques fiscales, notamment sur la modulation des barèmes fiscaux qui visent à modifier les comportements des ménages et des entreprises. Enfin aussi, je souhaite souligner que vous avez réalisé une thèse de doctorat de l'UHESS sous la direction de Thomas Piketty, accordée par Guy Gilbert, Jacques Lecacheux, Emmanuel Saez et Alain Tranoï. Un grand merci d'être avec nous. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour m'avoir invité. Merci beaucoup pour ceux qui sont là et que je ne vois pas trop. Donc, c'est un peu bizarre, effectivement, ce principe de webinaire, mais je crois qu'il va falloir s'y habituer. Donc, on avait effectivement, avec le CRSD2, prévu plusieurs conférences. On en a déjà fait une sur les questions des comportements des entreprises par rapport à la fiscalité sur les équipements, où j'avais présenté un article, là, uniquement un article assez technique. Et là, aujourd'hui, on s'était dit qu'on allait regarder une autre phase et la présenter un peu différemment. C'est-à-dire que je ne vais pas vous présenter un article, mais je vais essayer de faire le point sur un certain nombre de connaissances dérivées de plusieurs articles. Donc, ça va être une présentation qui va être moins technique sur un article et qui va essayer de brosser d'une certaine manière un peu le portrait sur cette question du coût du travail, donc qui est en lien avec le premier parce qu'on va avoir évidemment des questions de comportement des entreprises dans leurs décisions d'embauche et dans leur négociation salariale, mais évidemment, c'est très particulier puisque ce n'est pas par rapport à, effectivement, en économie, on a les facteurs de production. Et le facteur travail, c'est un facteur qui est très particulier parce que c'est des hommes et des femmes. Et que donc, c'est vrai que le bien-être de l'équipement ne nous intéresse que peu, alors qu'évidemment, le bien-être du travailleur importe bien plus et voire est central même dans la question de la production. Donc, je rentre assez rapidement dans le vif du sujet sur cette question du coût du travail, que tout le monde, finalement, à laquelle tout le monde est exposé, ne serait-ce qu'en regardant les journaux. Donc, moi, en arrivant au Québec, je n'ai pas été très dépaysé par rapport au débat qu'on peut avoir en France, notamment sur la question du salaire minimum. Donc, avec cette question des réévaluations, des augmentations du salaire minimum, et savoir en particulier, souvent une question qui est derrière, c'est de faire l'arbitrage entre des salaires décents, des salaires suffisants pour avoir des niveaux de vie importants, et l'idée que des salaires trop élevés nuiraient à l'emploi, nuiraient à l'activité, et que donc, d'une certaine manière, accepter des salaires plus faibles peut permettre en fait d'avoir peut-être plus de richesse à travers plus d'emplois. Pour présenter le débat très succinctement, et quand on regarde, alors évidemment c'est des statistiques descriptives très brutes, mais c'est vrai que si on regarde, là j'ai récupéré sur Statistique Canada les taux de chômage dans le temps, et vous avez à différents moments justement des augmentations du salaire minimum, donc en vert l'Alberta, en rouge l'Ontario et en bleu le Québec, avec une augmentation très forte en 2018 du salaire minimum en Ontario. Quand on regarde les courbes, on n'a pas l'impression que ça diverge particulièrement des autres en termes de chômage, hein, et puis deux augmentations assez importantes aussi, assez substantielles dans l'Alberta. Donc, d'une certaine manière, ça va à l'encontre peut-être de certains réflexes qu'ont les économistes à dire qu'on devrait avoir une relation inverse, directe, entre le salaire minimum et le chômage. Donc, l'idée, hein, c'est d'essayer d'explorer un peu toute cette question-là et d'explorer sur différents points. Donc, je donne un peu le plan de la présentation. Je vais essayer d'aller assez vite. J'avais prévu beaucoup de choses, mais je vais essayer d'être bref. L'idée, c'est de le faire en 3 temps. Peut-être un premier temps assez général d'explication historique, donc l'histoire des théories, en remontant assez loin, parce qu'en fait, on peut retrouver la question du coût du travail indirectement, d'une certaine manière, dès Adam Smith et en tout cas très fortement chez Ricardo.
et avec des liens avec ce qu'on aura plus tard. Hein. Ce n'est pas juste pour parler un peu de l'histoire. Et puis revenir dans une deuxième partie sur un contexte historique plus important, notamment en Europe, mais quand même plus généralement sur les politiques qui visent à faire baisser le coût du travail avec les différents moyens pour le faire, hein, soit de la subvention, soit de la libéralisation du marché du travail, soit, enfin, il y a beaucoup de choses différentes dans les 40-50 dernières années. Donc ça, c'est pour la première partie du contexte. Dans un deuxième temps, on va se pencher justement sur deux de ces politiques-là. Alors là, c'est les points sur lesquels j'ai plus travaillé, qui sont deux politiques qui, à mon sens, sont assez emblématiques de ce type de politique du coût du travail, et donc en France, avec les allègements généraux de cotisations sociales et la subvention de services à la personne. J'essaierai de vous donner la substantifique moelle de l'évaluation et de ce qu'on peut en tirer, et puis d'essayer d'avoir un peu pour finir, des interprétations à la fois en termes de mécanismes économiques qui expliquent finalement les résultats qu'on trouve dans la deuxième partie et qui sont peut-être pas ceux que la théorie standard économique attendrait, mais qui, par ailleurs, sont pas paradoxaux du tout, et donc il y a des justifications, à mon sens, assez claires. Et puis peut-être une vision, mais j'aurai peut-être moins de temps, donc ça ira plus vite, sur la vision un peu mise en contexte politique de ces choses. Donc on commence par les politiques, et justement je commence par Ricardo, et l'idée c'est qu'effectivement quand on regarde cette question du travail dans la théorie de Ricardo, c'est relativement simple, parce que le travail c'est vraiment juste un facteur, et ce facteur n'a pas de pouvoir de négociation, et donc finalement le seul pouvoir de négociation qu'a ce facteur, c'est le fait de mourir s'il n'a pas un niveau de vie, un niveau de revenu de subsistance, et donc finalement on a un salaire qui doit se fixer naturellement d'une certaine manière au niveau de subsistance. Donc, il y a peu de débat là-dessus. Malgré tout, dans la théorie de Ricardo, ce qu'on voit apparaître, et ce qui est très présent dans sa théorie du commerce international, c'est quelque chose qu'il met en avant, et qui est la relation inverse, une relation inverse directe entre le taux de salaire et les profits. Donc, dans son cadre, ce taux de salaire-là, finalement, il n'est pas gouverné par des négociations salariales, il n'est pas gouverné par la productivité, il n'est pas gouverné par ce genre de choses, il est gouverné uniquement par le prix des subsistances, puisqu'on a cette chose-là. Mais derrière, finalement, notamment par le commerce international, on peut faire baisser le prix des subsistances. Si on fait baisser le prix des subsistances, on fait baisser le salaire. Si on fait baisser le salaire, on augmente les profits. C'est vraiment le mécanisme central. Je vous ai mis une référence à un papier qui ne date pas de Ricardo, mais qui est un papier d'histoire économique, et qui essaye de retrouver des bases de données sur les salaires et de reconstituer les salaires réels à l'époque, et qui trouve effectivement que, en gros, jusqu'à 1840, ce que Allen appelle la Engels pause, jusqu'à 1840, on a effectivement alors qu'on a une croissance de la production, une croissance de la productivité, on a une constance des salaires réels. Donc, finalement, ce qui revient un peu avec cette idée de salaire bloqué au niveau de subsistance. Le point sur cette relation indirecte entre salaire et profit, il est repris notamment par Marx, qui reprend la théorie ricardienne, hein, la théorie classique. Le cœur de sa théorie économique, c'est la même, mais qui va finalement le réexpliquer un peu différemment. Et une manière de le synthétiser, c'est à travers cette équation où le taux de profit, c'est quoi? Eh bien, le taux de profit, en fait, il dépend de ce ratio-là, et ce ratio-là, c'est sigma, c'est ce qu'il appelle le taux de la plus-value, mais qu'on peut relier assez facilement par rapport à nos modes de comptabilité à une forme de partage de la valeur ajoutée. Et le Q, qui est la composition organique du capital, mais pareil, qu'on peut relier d'une manière assez sans trop de difficulté à l'intensité capitalistique de la production. Et donc lui, finalement, on retrouve à nouveau cette relation inverse entre les salaires et donc le coût du travail et les profits, et donc finalement ce point de désaccord, hein, entre l'employeur et l'employé sur le niveau de salaire, en tout cas d'intérêt contraire, avec une évolution qui dépend du partage de la valeur ajoutée, qui peut dépendre là pas simplement du niveau de subsistance, mais aussi potentiellement de négociations salariales et de l'intensité capitalistique.
Le problème de cette théorie classique, c'est que, d'une certaine manière, on revient à cette idée, et ça éclaire un certain nombre de choses, à mon sens, sur des choses qui se passent aujourd'hui. Elle repose sur le paradoxe de l'eau et de diamant de Smith, qui dit le problème, parce que finalement, on valorise le travail comme on valorise toute marchandise dans cette théorie classique, c'est-à-dire au coût humain pour le produire. Et le problème de cette théorie de la valeur des choses, c'est que c'est une théorie qui est basée finalement sur le coût de production, ou sur une forme de coût de production, et qui n'est pas forcément liée à l'utilité du bien. Et donc, ce n'est pas l'utilité du service de travail, ce n'est pas l'utilité du bien consommé qui va définir son prix ou le salaire, mais ça va être, dans cette théorie, le coût pour obtenir le service. Et ce point, ce paradoxe, et donc l'idée du paradoxe de l'eau et du diamant, hein, c'est que Smith dit, voilà, l'eau est très très utile, mais elle est très peu chère. Le diamant est absolument inutile. En tout cas, à l'époque, il l'était beaucoup plus probablement que maintenant, où on a des utilisations industrielles plus importantes. Mais il était inutile. Et pourtant, il a une grande valeur. Et une des manières, et la théorie néoclassique à la fin du 19e siècle va essayer de résoudre ce paradoxe en disant oui, mais ce qui compte, en fait, ce n'est pas la valeur moyenne, c'est la valeur marginale. Et cette valeur marginale, elle fait que l'eau, en fait, oui, elle est plus utile, mais on a suffisamment d'eau, et donc finalement, l'utilité d'une unité d'eau supplémentaire n'apporte pas grande utilité. Et donc, en fait, la valeur, elle est bien liée à l'utilité, mais elle est liée à l'utilité marginale. Et donc, c'est la rareté qui va générer cette valeur. Et donc, si on reporte ça à la question du coût du travail, on a aussi un peu la même chose. C'est-à-dire que l'utilité, le salaire, finalement, dans cette théorie, le salaire, il ne serait pas lié, il ne serait pas gouverné par l'utilité du service généré, mais par sa rareté, c'est-à-dire l'utilité d'avoir besoin d'une unité de service de travail supplémentaire, ce qui évidemment fait écho à ce qu'on vit d'une certaine manière en ce moment, où on dit on a tous ces services qui sont absolument nécessaires et qui étaient avec des travailleurs qui sont particulièrement sous-payés, alors qu'ils sont ils sont nécessaires. Ce que dit la théorie néoclassique, c'est que dans un fonctionnement d'une économie de marché, ces services-là sont nécessaires, mais si on a suffisamment de personnes pour les rendre en temps normal, et qu'on a même on a suffisamment de personnes, on n'a pas besoin d'unités de services supplémentaires. Et finalement, oui, ces services en eux-mêmes sont essentiels, mais marginalement, l'utilité d'un service supplémentaire, d'un travailleur supplémentaire, elle est faible. Et donc, c'est pour ça que ces métiers sont si peu et si mal rémunérés. On fait une explication néoclassique de cette chose-là, avec des raffinements, mais je ne vais pas forcément rentrer plus dans les détails tout de suite, mais effectivement, il y a cette question, mais cette question va être importante, cette question de la rareté relative, et derrière, ce qui va rentrer en jeu, derrière, ça va être la substituabilité ou la complémentarité, c'est-à-dire que quand on veut produire un bien, est-ce qu'on a besoin de tous les types de travail, de tous les types d'équipements, ou est-ce qu'on peut remplacer les uns par les autres, et si oui, plus un type d'éléments nécessaires à la production, qu'ils soient humains ou matériels, est facilement remplaçable, d'une certaine manière, moins il va pouvoir être rémunéré. D'accord. Donc, derrière, ça donne la petite théorie classique là-dedans, où on a une offre de travail qui est quasi fixe parce que les gens ont besoin de travailler ici. On a une demande qui va dépendre de comment on peut valoriser l'achat de ce travail-là. Donc ça, pour une entreprise, on a un salaire d'équilibre qui, si d'une certaine manière, avec le travail offert, on peut facilement remplir les besoins, ou en tout cas, on peut remplir les besoins solvables, parce qu'évidemment, il va y avoir cette question-là. Le salaire finalement marginal qui est lié à cette utilité marginale va être faible. Si on veut pousser un salaire plus important, un salaire décent, on risque d'avoir l'offre de travail ne va pas beaucoup modifier, hein, on ne va pas forcément travailler beaucoup plus parce qu'on est mieux payé. En revanche, les entreprises ne vont pas vouloir embaucher et donc on aura la création de chômage. Donc c'est ça finalement ce raisonnement un peu standard, assez simple, qui lie chômage et salaire minimum.
Et donc maintenant, l'idée, c'est aussi d'essayer de voir pourquoi ça marche pas si bien que ça. Alors, il y a plusieurs arguments pour expliquer pourquoi ça ne marche pas si bien que ça. Un premier qui est l'argument keynésien, finalement assez classique, qui est de dire, bah oui, mais le salaire et donc le pouvoir d'achat, c'est aussi la capacité de consommer, et donc c'est la demande qui s'impose aux entreprises. Et donc, d'une certaine manière, en équilibre général, si on paye mieux les salariés, on aura certes plus de coûts au niveau de la production, mais on aura aussi plus de demandes, et donc finalement plus de demandes solvables. Et donc, on va avoir des effets des deux côtés de ce côté-là, donc avec des arguments multiples pour lesquels les arguments keynésiens, c'est il ne faut pas baisser les salaires, il ne faut pas essayer de faire ajuster à la baisse les salaires en période de crise, parce que, au contraire, ça empêche la relance, parce que ça limite la consommation. Donc, il y a plusieurs effets, à la fois au niveau national, au niveau international aussi, où on risque d'avoir des pertes de consommation. Et un point important, je reviens aussi, parce que finalement, ça va avoir de l'influence sur la suite, en tout cas historique, c'est l'idée aussi que si on essaye trop d'ajuster à la baisse, on va avoir des troubles sociaux. Si on a des troubles sociaux, on va avoir des baisses en fait hétérogènes des salaires, et donc on pourra avoir de la baisse de productivité. Et c'est un des points qui a été défendu aussi dans l'idée de dire, si on a une relance monétaire, d'une certaine manière, si on crée de l'inflation, on va avoir une modération d'une certaine manière du salaire réel, puisque on va augmenter les prix autant que les salaires, et donc finalement les salaires vont pas tant augmenter que ça. Un, ça va être plus uniforme, et deux, ça va être peut-être de manière plus pacifique. D'accord, ce qui est peut-être un argument un peu détourné, hein, mais qui revient sur une notion de coût du travail. Alors que le premier avait dit, bah, les premiers arguments disent plutôt, bah, le coût du travail, ce n'est pas si important que ça, ce qui compte, c'est la demande. Ce dernier argument, il dit, oui, et puis le coût du travail, finalement, il y a d'autres moyens de le gérer, et l'inflation peut être une manière aussi, d'une certaine manière, de maîtriser le coût du travail. Et c'est un peu ce qu'on retrouve dans la période historique des 30 Glorieuses, alors qui est une période qui est très particulière, parce que c'est une période de reconstruction qui est gouvernée par une forte croissance, mais avec cette idée-là, et théoriquement, hein, toute la macro tirée sur les idées de courbe de Phillips, qui est un lien entre inflation et chômage. Et donc, plus on a d'inflation, moins on a de chômage. Et ça, finalement, l'argument, même si ce n'est pas un argument qui est un argument, enfin, même si c'est un argument qui est plutôt keynésien pour dire qu'il ne faut pas s'attaquer aux salaires en essayant de les faire baisser, qui reprend implicitement un argument qui est de type coût du travail, puisque cette relation inflation-chômage, c'est l'inflation, hein, c'est une augmentation des prix par rapport au salaire nominal, et donc c'est une baisse du salaire réel par rapport au prix, avec tous les arguments sur la politique monétaire qui crée de l'inflation pour baisser le chômage. Et la réponse, d'une certaine manière, de la théorie standard à ça, qui apparaît avec le discours présidentiel à l'AEA de Milton Friedman, qui dit, bah oui, mais si les gens ne sont pas bêtes et si les gens anticipent, en fait, ça ne marche plus au bout d'un moment. Et les gens s'adaptent. Et donc, c'est toute la théorie des anticipations qui va se développer sur ça, avec l'idée, la courbe de Phillips, en fait, elle est vouée à disparaître. Elle est vouée à disparaître parce que si les gens ne sont pas bêtes, ils savent qu'on leur fait de l'inflation surprise, et donc ils vont demander des augmentations de salaire qui prennent en compte cette inflation qu'ils anticipent. Et si, c'est l'argument de Milton Friedman, dans ces politiques-là, il n'y a finalement que l'effet coût du travail à travers l'inflation qui joue, le fait que les anticipations s'adaptent va faire que ces politiques ne vont plus marcher. Alors, est-ce que ce sont effectivement ces politiques qui ne marchent plus parce qu'il y a de l'adaptation, ou est-ce qu'elles ne marchent plus parce qu'on a fini de reconstruire et que la période de croissance est finie, parce qu'on a des choses géopolitiques, des crises géopolitiques qui entraînent des cracks pétroliers, etc. En tout cas, il y a une rupture dans l'application des politiques qui intervient dans les années 70, et qui va faire qu'à partir des années 80, on va retrouver une politique assez volontariste,
alors principalement connu au Royaume-Uni et aux États-Unis avec Margaret Thatcher et Ronald Reagan, avec des lois qui vont chercher à modifier finalement le rapport de force sur le marché du travail au détriment fortement des travailleurs et qui vont conduire à une baisse des salaires. Et donc de différentes manières, hein, avec donc les Employment Acts de Margaret Thatcher qui sont beaucoup sur ces questions de négociation, de décentralisation de la négociation collective au niveau de l'entreprise, et ça, ce qui est censé permettre à travers la concurrence sur le marché d'imposer finalement, si la négociation salariale se fait au niveau de l'entreprise, si les négociations de conditions de travail se font au niveau de l'entreprise, alors finalement, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre parce que la concurrence fait que soit les représentants des travailleurs acceptent des moindres salaires et des moindres conditions, soit ça met en péril l'entreprise face à d'autres entreprises qui auront accepté ces baisses de salaire par rapport à des négociations qui seraient à un niveau de branche ou supérieur et dans lequel on peut avoir plus de coordination et donc d'une certaine manière plus de travail. Donc cette idée de décentralisation, c'est vraiment une idée qui, in fine, va amener à des diminutions de salaire et puis directement s'attaquer aux droits de grève et réprimer donc la grève des mineurs pour Thatcher, finalement contourner la grève des contrôleurs aériens pour Reagan en les licenciant et une action directe sur le salaire minimum. Donc c'est assez symptomatique là, à partir des années 80 où on commence à avoir ces politiques-là. Ce n'est pas qu'en Grande-Bretagne et au Royaume-Uni. La décentralisation des négociations, on va la retrouver plus ou moins fortement dans beaucoup d'endroits. Alors, en France, c'est très ambigu parce qu'en France, a priori, la loi Auroux, c'était une loi au contraire qui était pour favoriser le dialogue social, plutôt pour favoriser les syndicats, mais avec effectivement déjà des éléments de décentralisation au niveau de l'entreprise pour avoir cette idée de démocratie à l'intérieur de l'entreprise, qui a été le début d'un renforcement de cette décentralisation qui, d'une certaine manière, amène à une baisse du pouvoir des syndicats au fur et à mesure. Et puis, on retrouve beaucoup plus récemment, très fortement, avec les réformes Hartz en Allemagne, qui sont attaquées d'abord à l'assurance chômage, en diminuant d'une certaine manière l'option externe des travailleurs, on diminue leur pouvoir de négociation dans l'entreprise. Et puis, on a d'autres mécanismes qui sont un peu plus récents et qui amènent aussi à cette diminution du pouvoir. Et que, alors, évidemment, c'est des politiques qui peuvent apparaître différentes les unes des autres, mais qui ont tous un lien commun, c'est que d'une certaine manière, elles diminuent le pouvoir de négociation des travailleurs et elles amènent à une baisse des rémunérations, en particulier des rémunérations des moins qualifiés. Donc, il y a l'externalisation, le fait qu'on a une séparation entre des entreprises spécialisées finalement dans certains maillons de la chaîne de production et puis d'autres dans d'autres, et finalement les entreprises dans les maillons qui nécessitent peu de qualification, on va isoler d'une certaine manière entre eux des salariés qui ont peu de pouvoir de négociation et donc on va réussir d'une certaine manière par ce biais à baisser plus fortement les salaires pour ces travailleurs-là. Et puis, on peut aller même jusqu'à l'augmentation des travailleurs autonomes avec des faux travailleurs autonomes d'une certaine manière, c'est-à-dire en fait des relations salariales déguisées sous forme de travailleurs autonomes, principalement pour contourner les réglementations en termes de salaire minimum et en termes de conditions de travail de la protection du travail salarié, ce qui a conduit d'ailleurs à des reclassifications en contrat de travail de ce genre de choses en Californie et plus récemment en France, ou encore d'autres types de contrats, les mini-jobs en Allemagne, qui sont des contrats, là, pour le coup salariés, mais qui sont très dérogatoires aux règles, aux différentes règles de protection du travail, les contrats 0 heure au Royaume-Uni, et puis l'auto-entrepreneur, qui est un travailleur autonome très, très, très simplifié et qui, justement, a été utilisé pour différentes choses, alors soit pour du complément de travail, soit pour du contournement de la réglementation. Alors, je vais peut-être aller… il faut que j'accélère. Donc, je vais vous passer les effets, finalement, sur les
sur l'emploi, justement, ce qui est une première chose en statistique descriptive. Juste peut-être, avant de passer à la suite, un point qui est important, c'est qu'on parle souvent du taux de chômage, et ce qui est important, c'est de voir que le taux de chômage, c'est quand même une statistique construite. Donc là, par exemple, on voit ici qu'on a, sur les dernières années, alors on a eu une fluctuation, mais on a le Royaume-Uni, l'Allemagne et les États-Unis qui ont des taux de chômage vraiment plus faibles que les autres, le Canada et la Suède assez faibles, et la France un taux de chômage plus élevé. Évidemment, je n'ai pas mis les pays méditerranéens avec des taux de chômage beaucoup plus élevés. Si on regarde, par exemple, le taux d'emploi, ce qui devrait être, on aurait tendance à penser être le complément, c'est pas le complément, parce que les États-Unis, ils sont aussi tout en bas. Ils sont tout en bas. Alors, ils l'ont pas été tout le temps, mais on voit qu'on a en symétrie les évolutions. Au moment où on a eu des hausses de chômage, on a eu des baisses de l'emploi, et on a des taux d'emploi qui n'ont pas remonté de la même manière. Et on voit que la Suède, qui était pas non plus qu'un taux de chômage relativement faible, a un taux d'emploi très très élevé. La France a à la fois un taux de chômage élevé et un taux d'emploi relativement faible. Alors, je regarde pour mettre de côté la question de la durée de la formation et la question de la retraite. Je prends les 25-54 ans pour regarder sur ce point-là. Il y a d'autres questions assez intéressantes qui se posent au début et en fin de carrière. Mais là, c'est vraiment le milieu de carrière. Donc, on voit qu'on a des choses assez différentes quand on regarde les taux de chômage, malgré tout, et des taux d'emploi. Et puis, il y a un autre facteur, c'est que quand on parle de taux d'emploi, est-ce qu'on parle de taux d'emploi à temps plein ou à temps partiel? Et là, on voit à nouveau qu'on a des différences très fortes avec énormément de taux de temps partiel au Royaume-Uni, une croissance tout au long des années 90 après la réunification, mais qui n'est pas juste du stock de la réunification, qui est quelque chose de l'adaptation a posteriori très forte des temps partiels en Allemagne, avec potentiellement des temps partiels relativement courts. D'accord ? Et donc là, on voit qu'à nouveau, on va avoir des choses assez différentes. Si on regarde les temps, alors c'est quelque chose d'un peu fictif, il peut y avoir des problèmes de mesure, mais si à partir des temps pleins et du taux d'emploi, on regarde le taux d'emploi à temps plein, donc qui est le nombre de personnes qui ont un emploi à temps plein, on a quelque chose qui est vraiment très, très différent de ce qu'on observait pour les taux de chômage. On n'a plus les États-Unis, mais qui avaient déjà un taux d'emploi assez faible. On a l'Allemagne et le Royaume-Uni qui sont tout en bas. On a la Suède qui est tout en haut. Et puis le Canada et la France qui est au milieu. Donc, le point important là-dessus, c'est que la relation, il faut faire attention quand on regarde. Est-ce qu'on regarde par rapport au taux de chômage ou au taux d'emploi? Parce que, évidemment, si le principe, c'est qu'on ne comptabilise plus ou on décourage les travailleurs de chercher du travail, ils ne vont pas être au chômage, mais ce n'est pas pour autant qu'en fait, ils auront un emploi et qu'ils seront actifs. Or, évidemment, ça compte. Et puis derrière, ça a des conséquences en termes d'inégalité. Donc, on connaît bien les courbes récemment présentées par toute l'équipe du World Inequality Database. Là, j'en montre d'autres. Et juste pour montrer que, encore une fois, là où c'est compliqué, c'est que suivant la statistique pour mesurer, on va avoir des choses assez différentes. D'accord ? Ici, c'est le coefficient de Gini. Donc, le coefficient de Gini, c'est une mesure des inégalités qui regarde un peu l'ensemble de la distribution, mais avec des choses qui peuvent se compenser d'un côté ou de l'autre. On a les États-Unis tout en haut, on a le Royaume-Uni assez haut, et puis finalement, on a les autres pays en dessous. Si on regarde la différence entre les pays, entre la part des 10% les plus riches et la part des 10% les plus pauvres, finalement, ça change un peu, notamment pour le Royaume-Uni et pour le Canada, d'une certaine manière, avec le Canada qui rejoint le Royaume-Uni, et puis les pays européens qui sont plus bas. Et puis parmi les pays européens, l'Allemagne qui semble se détacher plus récemment. Et puis si on regarde le taux de pauvreté, ce qui est encore une autre forme en fait d'inégalité, parce que c'est du taux de pauvreté relatif, donc en fait on est sur une inégalité en bas de la distribution. On a à nouveau encore un changement avec le Canada qui remonte encore un peu plus par rapport au Royaume-Uni, aux pays européens. Et d'une certaine manière, on observe au début des années 2000 une croissance en Suède et une croissance assez importante aussi en Allemagne. Donc c'est pour dire qu'évidemment, on aimerait mettre en relation ces politiques du coût du travail avec à la fois d'un côté l'emploi et de l'autre les inégalités, la pauvreté, mais il faut faire très attention quand on utilise ces indicateurs parce que quand on utilise deux indicateurs différents, alors il y a des choses qui semblent rester, il y a des choses qui semblent assez permanentes,
mais il y a des choses qui changent beaucoup. Et donc, côté emploi, si on regarde le taux d'emploi ou si on regarde le taux de chômage, on a des choses différentes. Si on regarde aussi les types d'emplois, des emplois à temps plein versus des emplois à temps partiel, sachant que ça peut être des emplois à temps très très partiel dans certains cas, et des emplois à temps partiel qui n'ouvrent pas droit à de la protection sociale, on a aussi des différences. Donc, je vais passer plus rapidement parce que je n'ai pas le temps de tout faire, et je vais venir sur deux politiques. Parmi ce foisonnement que je vous ai présenté de politiques cherchant à baisser le coût du travail, deux politiques particulières en France pour lesquelles on ne va pas regarder, disons macroéconomiquement, les liens entre l'emploi et puis les différentes politiques, mais on va essayer d'avoir au niveau microéconomique une évaluation précise de l'impact en termes d'emploi de ces politiques. Donc, juste pour présenter ces deux politiques, en France, on a des politiques fiscales. Je vais m'intéresser aux politiques fiscales, c'est-à-dire que c'est des réductions ou des crédits d'impôt qui peuvent être très, très importants les politiques sont toujours présentées comme ayant plusieurs objectifs à la fois. C'est toujours, on va réussir à faire à la fois créer de l'emploi et en même temps créer de la compétitivité internationale et en même temps permettre un accès à des services sociaux et en même temps. Il y a toujours beaucoup de et en même temps, mais là, je vais me focaliser sur l'aspect emploi. Donc, il y a un premier point qui sont les allègements généraux de cotisations sociales. Donc, le système de protection sociale est financé en grande partie par cotisation sociale en France. Et donc, on a des allègements, c'est-à-dire en fait des baisses de cotisations sociales sans pour autant baisser d'autant les droits. D'accord ? Et donc, on fait baisser la charge des prélèvements obligatoires sur les travailleurs avec différents dispositifs qui se sont accumulés au cours du temps et qui, tous ensemble, regroupent là pour l'année 2020 prévue. Alors évidemment, les choses probablement auront été différentes, mais ce qui était prévu et ce qui correspond à peu près à ce qu'il y avait en 2019, c'est 52 milliards d'euros, c'est-à-dire pas loin de 80 milliards, 80 milliards de dollars. Alors la France, c'est un pays beaucoup plus peuplé que le Canada, mais enfin, c'est quand même des sommes assez considérables. On n'est pas loin, de 2 points de PIB. On est sur des montants vraiment colossaux. Et puis, il y a des crédits d'impôt plus ciblés qui, cette fois, sont donnés sur les consommateurs des services pour les services à la personne. Et là, le principal, c'est un crédit d'impôt sur le revenu, et le total est à 7 milliards d'euros. Donc, les allègements généraux de cotisation, donc ça a commencé justement, alors pas dans les années 80 en France, ça a commencé plus tard, ça a commencé en 93, au début des années 90. Et donc, on a eu d'abord un allègement tout en bas, entre 1 et 1,2 fois le salaire minimum, avec 5,8% du salaire brut, d'une certaine manière, qui était remboursé, des cotisations qui n'étaient pas payées. Et puis, rapidement, l'année suivante, ça a été augmenté, poussé jusqu'à 1,3 SMIC. Et puis, en augmentant la première tranche en 95. En 96, on a augmenté très fortement, puisque au niveau du SMIC, on est passé à 18% de remboursement de cotisations sociales, avec une extinction toujours à 1,33 en l'occurrence, et une dégressivité très forte. Et puis ensuite, alors ça c'est très particulier, c'est pour ça que je le mets en pointillé, c'est que c'est quelque chose qui a été temporaire pour inciter les entreprises à passer aux 35 heures quand il y a eu la réduction du temps de travail. Et à la fin du processus, l'allègement de cotisation a été généralisé pour toutes les entreprises, montant jusqu'à plus de 26% du salaire au niveau du salaire minimum et de manière très dégressive, s'éteignant à 1,6. Et puis là, on arrive à celle que je vais vous présenter en 2013, qui est très particulière, c'est-à-dire que là, on a eu 6% de réduction, enfin en 2013, 4%, et ça a été augmenté à 6% en 2014. Cette fois sans dégressivité, donc en fait, là, il n'y a pas de dégressivité, c'est juste que ça s'ajoute aux cotisations précédentes, et on a 4% qui s'éteignent dès que le salarié a plus de 2,5 SMIC, et donc qui crée une discontinuité très forte, parce qu'un salarié payé 2,49 ouvre droit à partir de 2014, 2 600 euros d'allègement de cotisation par an à son employeur, et puis s'il est payé 2,51, il ouvre droit à plus rien.
Donc là, ça a augmenté en 2014. Et puis, il y a eu d'autres petites augmentations. Donc, il y a eu une augmentation en bas en 2015. Il y a eu une augmentation en haut jusqu'à 3,5 SMIC en 2016. Il y a eu une augmentation de taux en 2017 et on est revenu en 2019 au point de 2016, mais avec une augmentation encore jusqu'en bas. Donc là, on est sur le orange, donc on a une accumulation. Et l'idée, le point, c'est que là, on a cette discontinuité qui est très, très forte. Et cette discontinuité, elle va nous permettre d'une certaine manière, de créer des groupes de contrôle et des groupes de traitement, hein, de manière un peu plus propre que certains médecins sont en train de faire en ce moment, pour pouvoir identifier les faits. Et donc, l'idée, alors je pas forcément rentrer dans les détails, je n'ai pas le temps, mais l'idée, c'est d'essayer de construire des cellules de comparaison, c'est-à-dire de prendre l'ensemble des entreprises françaises, de les mettre ensemble, de comparer que des entreprises qui sont très similaires, donc de récupérer des entreprises similaires, mais qui ont touché des montants de CICE différents, hein, c'est la réforme du CICE, et de voir si ces entreprises très similaires qui ont touché des montants de CICE très différents se sont comportées différemment. Et donc, l'idée, c'est que là, on est capable à l'intérieur de chaque, donc on a découpé d'une certaine manière les entreprises françaises en des cellules d'entreprises. À l'intérieur de chaque cellule, on a des entreprises qui sont très similaires, qui ont la même structure de salaire initial, qui produisent le même type de biens, qui ont la même taille, etc., etc. Mais qui, du fait de la discontinuité et du fait de justement quelques salariés payés à 2,49 au lieu d'être payés à 2,51 ou vice-versa, vont recevoir des montants de CICE très différents. Et on regarde ces entreprises si elles ont des comportements différents en termes d'emploi. Et là, on voit qu'elles n'ont pas de comportement différent significativement avant la réforme, mais elles n'en ont toujours pas après la réforme, et donc on en déduit que ça n'a pas créé d'emploi. Ça n'a pas créé d'emploi, mais pour autant, ça ne veut pas dire que ça n'a pas eu d'impact. Et ce qu'on observe ici, c'est qu'on fait la même chose, toujours à l'intérieur de ces cellules, on compare ces entreprises qui sont très similaires, et on regarde leur comportement, et on regarde les salaires qu'elles versent. On voit toujours que ce soit pour les moins qualifiés ou que ce soit pour les plus qualifiés avant la réforme, les entreprises qui, in fine, allaient toucher plus de CICE ou moins de CICE avaient des comportements qui étaient très similaires, en tout cas qui n'étaient pas différenciables statistiquement les unes des autres. En revanche, ce qu'on observe après la réforme, c'est qu'on n'a toujours pas de différence pour les évolutions des salaires des moins qualifiés. Par contre, on a une croissance du salaire des plus qualifiés dans les entreprises qui ont plus bénéficié du CICE. Et donc, on en tire comme conclusion que si ça n'a pas créé d'emploi, ça a malgré tout eu un effet sur les salaires, et pas sur n'importe quel salaire, sur les salaires des plus qualifiés. Sur les services à la personne, qui est l'autre grand type de politique fiscale pour baisser le travail, on a eu donc à peu près à la même période, ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé en fait un crédit d'impôt pour les ménages qui consommaient des services à la personne. C'est-à-dire que si je consomme un service à la personne, si j'ai du soutien scolaire pour mes enfants, si je fais faire du ménage, du repassage chez moi ou du jardinage, ou si je suis une personne âgée et que j'ai des gens qui vont venir m'aider pour de l'aide à l'autonomie, alors dans ce cas-là, je prends la somme à la fin de l'année des montants que j'ai déboursés pour ces services-là, je les déclare en même temps que mes revenus, et 50%, c'est assez important, 50% de ces dépenses me sont remboursées sous forme de crédit d'impôt. C'est-à-dire que si je paye suffisamment d'impôts, on réduit mon impôt, et si je ne paye pas suffisamment d'impôts, le Trésor public me fait un chèque. Donc, on a vraiment une subvention de 50% de ces services-là, donc c'est assez important. Alors, encore une fois, il y a plusieurs manières de l'étudier. Il y a la création en 2012. Alors, le problème, c'est qu'il y a une question de données. Donc, il y a Claire Marbeau qui a analysé ça grâce au budget des familles en essayant de comparer dans les enquêtes de consommation, de voir si les familles qui étaient plus exposées à cette mesure-là ont plus augmenté leur consommation de services après la réforme. Et puis, derrière, il y a aussi des hausses de plafond. Et ça, les hausses de plafond, c'est un peu plus facile à étudier d'une certaine manière parce que comme
comme la politique existe déjà avant la hausse de plafond, quand on récupère les bases de déclaration d'impôt, hein, quand on récupère les données administratives, on a pour chaque ménage sa consommation de services à la personne, puisqu'il doit la déclarer pour avoir son crédit d'impôt. Et on regarde si, à partir de là, il y a eu une variation dans la consommation entre les ménages qui bénéficient de la réforme ou ceux qui ne bénéficient pas de la réforme. Et ce qu'on observe quand on fait ça, donc là, vous avez les trois réformes, c'est qu'on a une création d'emplois qui est pas nulle, qui n'est pas négligeable au départ. Hein. Donc, on a 27 000 emplois équivalents temps plein qui sont créés pour un coût rapporté en 2013, au moment où j'avais fait ce travail, pour un coût de 40 000 € par emploi créé. Donc, c'est quand même assez coûteux, c'est plus cher que les salaires, en tout cas touchés par ces salariés, mais parce qu'il y a beaucoup d'effets d'aubaine, mais malgré tout, on a un effet. Ensuite, quand on regarde les variations de plafond, là, par contre, on a des coûts qui sont quasiment essentiellement des effets d'aubaine, on n'a pas de création d'emplois et on a malgré tout des réformes qui sont coûteuses. Donc, d'une certaine manière, un peu de manière similaire à ce qu'on observait pour le CICE, on a un effet qui est très décevant sur la création d'emplois et qu'on peut expliquer, hein, alors, moins décevant à la création de la mesure, mais l'augmentation de plafond. En fait, plus on augmente les plafonds, plus on va toucher des gens qui ont des grosses consommations, et ces gens qui ont des grosses consommations, c'est soit des gens qui ont des besoins contraints, et donc finalement il n'y a pas beaucoup de réactivité. Si j'ai des besoins contraints, je ne vais pas consommer beaucoup plus ou beaucoup moins en fonction du prix parce que je suis juste contraint. Soit on a des personnes qui ont des pouvoirs d'achat qui sont très très élevés et qui de ce fait, de la même manière, ne vont pas changer fortement leur comportement et ne vont pas forcément se mettre à faire eux-mêmes le ménage si c'est plus coûteux de faire le ménage par quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc, alors là, on n'a pas d'éléments sur les salaires, mais de la même manière qu'on n'a pas on a des mesures qui ont créé très peu, qui sont très décevantes en termes de création d'emplois, on a aussi des mesures qui sont très inégalitaires. Donc, on avait le côté inégalitaire sur le CICE par le fait que il n'y avait pas de création d'emplois, mais il y avait des augmentations de salaire, mais les augmentations de salaire étaient pour les plus qualifiés, c'est-à-dire ceux qui déjà avaient les plus hauts salaires. Ici, on a une augmentation des inégalités qui est par un autre angle et qui est le fait que finalement, on subventionne des consommations qui sont des consommations essentiellement faites par les plus fortunés. Et donc là, on a, alors ça date un peu, mais on a la distribution du bénéfice de ce crédit d'impôt pour service à la personne le long de la distribution des niveaux de vie. Donc là, on a par centile, et pour chaque centile, on a combien de dépenses fiscales est allouée aux ménages de ces différents centiles. Et on voit que c'est très, très, très fortement croissant et que ça croît encore très hautement, même à l'intérieur du dernier décile de la population, hein, avec le dernier décile qui capte quasiment la moitié de l'ensemble de la dépense fiscale. Alors, un des arguments qui est donné pour justifier ça, je vous disais, il y avait le côté, on a souvent, ces mesures sont présentées pour dire elles ont plusieurs objectifs. Donc, l'objectif des services à la personne, c'était de dire, oui, mais en fait, c'est des services sociaux. C'est des services sociaux, sachant que, effectivement, là, les plus aisés bénéficient de ce crédit d'impôt, mais finalement, les plus pauvres bénéficient d'autres formes de politique publique, pas à travers des crédits d'impôt, mais à travers des places en crèche, à travers, etc. Alors, le point, c'est quand même quand on regarde ces services subventionnés, les services à la personne subventionnés, on s'aperçoit que la garde d'enfants, c'est une très faible partie. Les aides à l'autonomie, c'est une partie importante, mais qui n'est toujours pas majoritaire. Et la partie majoritaire, c'est les autres types. Ici en bleu, c'est le ménage, c'est le repassage, etc. C'est principal. Le massage et le repassage de personnes non vulnérables, hein, pas de personnes âgées, etc. C'est quand même la majeure partie des services. Donc, cet argument de services sociaux, il ne marche pas très bien. Et puis surtout, derrière, il pose d'autres problèmes parce que effectivement, quand on a réaugmenté dans les années 2000 les subventions pour ces services-là, un des arguments, ça a été de dire justement pour la garde d'enfants, et donc en parallèle, on a arrêté de développer fortement les places en garde collective.
D'accord? Et finalement, ce qu'on trouve en France, quand on compare aux autres pays européens là, c'est un niveau de, si on regarde les enfants de 0 à 2 ans en garde formelle, on a un niveau moyen qui est très très élevé. Mais si on compare le tiers des parents les plus riches avec le tiers des parents les plus élevés, on a une part des enfants du tiers les parents les plus modestes comparée aux enfants des parents les plus riches en garde formelle qui est la plus basse de tous ces pays d'Europe. Donc on a effectivement un beau niveau moyen en France, mais une inégalité qui est très forte. Et avec des conséquences évidemment, je n'ai pas le temps malheureusement de le montrer, sur le travail sur la participation au marché du travail des femmes, d'enfants en bas âge, particulièrement des femmes les moins qualifiées, parce que pour les femmes les plus qualifiées, on a justement ces types de subventions qui marchent assez bien pour faire garder à domicile, mais pour les femmes moins qualifiées, c'est beaucoup plus compliqué, on a beaucoup plus de retrait du marché du travail. Donc, bon, je crois que j'ai dépassé un peu le temps, donc je vais essayer peut-être de conclure. Oui, j'avais prévu beaucoup de choses. Euh, Peut-être juste rapidement, alors je vais passer sur le dernier point, sur le bilan des gagnants et des perdants. Euh, Sur le bilan des gagnants et des perdants, finalement, ce qu'on observe, c'est que la théorie du ruissellement qui était promise par ces baisses de coût du travail en disant en fait, on va baisser le coût du travail, ça va relancer l'économie, on va faire baisser le chômage, il y aura d'une certaine manière, plus de travail, plus d'activité et tout le monde sera plus riche d'une certaine manière, ou en tout cas aura une meilleure condition de vie. Ça ne semble pas s'avérer, en tout cas quand on regarde pour le cas de la France, ces deux politiques emblématiques, puisque pour relancer l'activité, a priori, un des signes, c'est qu'effectivement, on emploie plus de personnes pour produire et qu'il n'y a pas eu d'effet emploi de ces politiques de baisse du coût du travail. En revanche, il y a eu un bénéfice, d'une certaine manière monétaire, et ce bénéfice de terme monétaire, il est partagé entre deux grands types de personnes, d'une certaine manière, qui sont évidemment les gens qui bénéficient des bénéfices des entreprises, puisque si on revient un peu de manière très schématique à l'opposition entre les salaires et les profits, si on a une baisse du coût du travail sans contrepartie d'emploi, etc., ça veut dire que quelque part, on va avoir une baisse des marges, une augmentation des marges. Donc, on a de ce point de vue-là, finalement, un travail moins cher pour les entreprises et donc potentiellement des profits plus importants. Et puis, ça bénéficie aussi aux travailleurs les plus qualifiés. Ça bénéficie doublement, disons, aux travailleurs les plus qualifiés. Les deux bénéficient aux travailleurs les plus qualifiés. On l'a vu pour le CICE à travers des hausses de salaire, c'est-à-dire qu'une partie, pas l'intégralité, mais une partie du bénéfice de ces allègements de cotisation était reversée aux salariés, mais pas à tous les salariés, pas aux salariés qui avaient ouvert le droit à ces allègements, mais plutôt aux salariés les plus qualifiés, donc qui finalement indirectement bénéficient de cette politique. Et puis sur la politique des services à la personne, les travailleurs les plus qualifiés, c'est aussi les consommateurs de ces services. Et donc, ils se retrouvent à nouveau bénéficiaires. On n'a pas à nouveau d'augmentation sensible de la consommation de ces services liés. Alors, on a une consommation structurelle parce qu'on a une évolution de la société, mais on n'a pas d'augmentation de consommation qu'on arrive à lier à ces politiques de baisse du coût du travail. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ces travailleurs plus qualifiés, ils peuvent consommer moins cher. Ils ne consomment pas plus, mais ils consomment moins cher et donc ils sont également bénéficiaires de ces politiques. Et là, c'est là où, pour finir, je vais faire d'une certaine manière le lien avec le dernier livre de Thomas Piketty, où pour la partie politique, il insiste beaucoup. On le voit par exemple sur ce graphique pour la France, mais il l'a aussi pour le Royaume-Uni et pour les États-Unis, sur un retournement des clivages d'une certaine manière électoraux, avec là, c'est les parts par catégorie d'éducation qui votent pour la gauche, pour des candidats de gauche. Et donc, on avait beaucoup plus fortement au début, dans les années 50, de gens peu éduqués qui votaient pour la gauche, et puis les gens les plus éduqués ne votaient pas pour la gauche. Et puis, on a un rapprochement. Des années 70-80, on n'a presque pas de différence pour le vote de gauche par niveau d'éducation. Et puis, on se retrouve dans les années plus récentes à avoir un vote de gauche qui est principalement un vote des très éduqués.
On a le vote de gauche qui est un vote de très éduqués, mais pour autant, ça ne veut pas dire que derrière, il y a quand même un effet avec le revenu. C'est-à-dire que c'est tout l'idée de cette double élite brahmane-marchande présentée par Thomas Piketty. On le voit peut-être mieux sur les patrimoines. C'est-à-dire qu'avec les maths, plus on a du patrimoine, ici on a la distribution des patrimoines, plus on a du patrimoine, plus finalement, moins on vote pour des candidats de gauche. Et donc, ça peut paraître un peu bizarre, c'est-à-dire que cette relation, plus on est riche, moins on vote pour la gauche, mais plus on est éduqué, plus on vote pour la gauche, peut paraître un peu paradoxal. Et en fait, l'idée, c'est que ce qui sort, c'est que dans ces mesures, ce n'est pas juste gauche-droite, il y a gauche-droite, extrême-droite, qui a pris beaucoup d'essor en Europe, mais c'est aussi abstention. Et donc, là, en revanche, on a une croissance de l'abstention. Et donc, d'une certaine manière, hein, c'est ce que présente Thomas Piketty, c'est une forme de captation du débat politique, non plus finalement avec un rapport entre les partis qui alternent au pouvoir, disons les partis de gouvernement, qui vont être des partis plutôt liés aux classes populaires ou aux classes supérieures, mais on va avoir finalement les classes populaires qui vont être sorties du jeu en tout cas des soutiens aux partis de gouvernement, et on va avoir un débat qui va se placer entre une droite où on aura plutôt des gens qui auront des hauts revenus comparés à leur niveau de diplôme, et une gauche qui sera soutenue par les plus diplômés. Et donc, d'une certaine manière, on retrouve un peu ces gagnants a posteriori de ces politiques de baisse du travail. Hein, les gens qui, finalement, cette idée d'élite marchande, donc les gens qui ont les entreprises et qui bénéficient directement du travail moins cher dans leur activité, et puis les plus qualifiés qui en bénéficient à travers des services moins chers et une forme de rétrocession de ces avantages à travers des hausses de salaire pour les plus qualifiés. Voilà. Je m'arrête là, je crois que j'ai dépassé, donc je m'arrête. Un grand merci Clément, c'était super éclairant.